Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce premier numéro de Into the Wind, le podcast de Tip & Shaft. On est très fiers et très honorés que tu aies accepté notre invitation. On est dans une belle maison dans la banlieue de la Trinité, on va dire, pour pas dévoiler le lieu de l'enregistrement. Qu'est-ce que fait un marin qui a gagné la Volvo Ocean Race presque 3 mois jour pour jour? Il attend que le téléphone sonne, il se repose, il récolte les lauriers de la gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Là, actuellement, je suis en mode payback, on va dire. Je crois que c'est ma 3e Volvo, c'est 10 ans de ma vie. C'est ma fille est née, c'est 7 ans de ma vie, quasiment 7-8 ans. Ma fille est née l'année du départ de la première Volvo Ocean Race avec Groupama, et c'est vrai que j'ai pas toujours été un papa parfait. Alors là, écoute, je m'en occupe et j'essaie de passer un max de temps avec eux, et puis je réfléchis un peu à l'avenir. C'est vrai que cet objectif de la Volvo Ocean Race, il est né à travers la campagne de Groupama. J'avais pas prévu de la faire. Et donc, voilà, là, j'essaye de m'en occuper un peu, et voilà, et c'est un bon moment. J'en profite un peu de mes enfants et tout ça, parce qu'ils m'ont pas mal manqué pendant ces 3 courses. T'as beaucoup parlé dans les interviews que t'as données à l'arrivée. T'as beaucoup parlé justement de la famille et de sacrifices que ça impliquait, que cette course-là impliquait pour la famille, pour la tienne en l'occurrence. Ouais, c'est vrai. C'est assez rare. Les marins parlent assez peu de ça, hein. C'est ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que j'aurais pas eu certainement le même point de vue si j'avais fait mes saisons en France, genre une préparation de Vendée Globe ou de ça, où finalement on part 3 mois, mais c'est tous les 4 ans, et puis on a quand même beaucoup de temps sur place. Là, quand je partais en campagne, et puis surtout la première, on est parti en Chine, j'ai eu des très longues absences. Puis c'est des projets qui sont finalement très condensés sur 2 ans depuis quelques éditions. Donc pendant 2 ans, on ne vit que pour ça, on ne pense qu'à ça, et ça t'obsède. Et puis c'est 9 mois de compétition, et il y a aucune compétition dans le monde qui dure aussi longtemps. Voilà, donc pour moi ça a été le plus dur. C'est vrai que heureusement j'ai fait des enfants tard. Avant, je ne pensais qu'à naviguer. Tous mes week-ends étaient dédiés à la navigation. C'est vrai que maintenant je navigue moins, donc j'ai beaucoup navigué avant. Je pense que ce qui fait que mon niveau a beaucoup monté les 10 premières années de ma carrière, et puis maintenant je navigue moins, mais j'ai trouvé un équilibre. Non, mais c'est vrai que c'est là où j'ai tout construit. Je me souviens que certains week-ends ou tout ça, j'étais un peu parfois le seul à naviguer, à faire autre chose, ou travailler sur d'autres supports. Quand j'étais en Figaro, par exemple, on était que très peu finalement à faire autre chose. Les autres étaient pas là les week-ends. Moi, je comprenais pas ça, mais à l'époque, j'avais pas d'enfant, et c'est vrai que voilà, c'est une priorité, c'est une de mes priorités aujourd'hui. Mon plaisir, il est là, et du coup, c'est vrai que cette course était dure, mais en même temps, ça a été des moments incroyables avec mes enfants, et même s'ils ont souffert pas mal de l'absence, et moi aussi de pas pouvoir m'en occuper, ils adorent cette course quand même, et ils veulent qu'on recommence à chaque fois, parce que pour eux c'est synonyme de voyage, de découverte, et voilà, ils ont 10 ans et 7 ans, ils ont fait 3 tours du monde, et ils connaissent plein de choses, et donc je pense que c'était une grande expérience pour eux, mais bon, il y a des absences, et ça, voilà, quand on est pas là, on a toujours tort, hein. Donc là, tu dis que c'est la période payback. Est-ce que c'est la période payback un peu à tout niveau aussi? Est-ce que cet investissement-là, tous les sacrifices qu'on fait, c'est le moment aussi où on a des invitations, des propositions, des possibilités d'aller naviguer sur des bateaux auxquels on n'avait pas forcément accès avant? Est-ce que c'est aussi ça le payback d'un vainqueur? Ouais, justement, on essaye un petit peu de. C'est vrai que c'est très spécial. Ce qu'il y a en France est unique au monde, et de loin, on a le plus beau plateau de bateaux de course. C'est incroyable. C'est beaucoup tourné autour de la course en solitaire. Et puis à l'étranger, finalement, ils ont les amateurs, et puis quand t'es professionnel, tu fais la Volvo Ocean Race ou la Coupe America, hors Jeux Olympiques, hein, et après, ils naviguent sur des gros bateaux, des maxi, des choses comme ça, qui sont des bateaux. Il y a des très beaux bateaux, mais maintenant, c'est vrai que c'est pas
voilà, c'est des bateaux de propriétaires, c'est une navigation complètement différente. C'est un milieu qu'on essaye un peu d'intégrer maintenant, mais c'est très très, pour l'instant, c'est très anglo-saxon. C'est les Kiwis, c'est une bande de potes qui naviguent ensemble depuis 20 ou 30 ans et qui se refilent les plans et on a du mal à intégrer ce milieu-là. On essaye, on est en contact avec un propriétaire chinois pour qui on a déjà navigué, ça s'est bien passé. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif, mais c'est vrai que c'est pas en France, on a de la chance de faire de la voile que pour le sport, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et à l'étranger, il y a très peu de marins qui vivent comme ça, en fait. Et ils sont obligés de faire un peu des 50%, voilà, ou 60%, c'est voilà. Et finalement, ils viennent faire encore la Volvo. Il y en a un qui c'était la 8e édition. C'est un peu sa carte de visite, et d'avoir gagné 4 Volvo. Et puis, et il se vend comme ça très cher. Mais c'est pas forcément ce à quoi nous on aspire en France, parce que nous c'est la grande liberté. On navigue sur les plus beaux bateaux du monde. J'ai la flotte, les bateaux qu'on a en France. Voilà, la Volvo Ocean Race vient de passer sur le IMOCA. On vient de voir des images extraordinaires des derniers bateaux comme Charal qui volent. C'est incroyable parce que là-bas ils ont pas du tout ces bateaux-là et ils connaissent pas. Ils naviguent sur des bateaux finalement assez lourds, assez conservateurs. Il y a eu un peu le bateau Comanche qui a fait un petit peu parler de lui, mais qui reste un bateau quand même malgré tout assez lourd. Puis c'est basé sur l'IRC, oui, dessiné par des Français. Mais c'est vrai qu'on a un truc en France unique et c'est assez incroyable. Ce qui se passe en France, on a une chance énorme, je crois. Alors, on revient quand même un moment sur ce final incroyable, hallucinant. Enfin, pour tous les fans de voile qui ont suivi, c'était le truc, c'était mieux que France-Allemagne en 82. Hein. C'était un truc vraiment incroyable. Ces choix tactiques et stratégiques forts. Raconte-nous un petit peu de l'intérieur, ce qui se passe quand donc on est le long des côtes hollandaises et danoises, si je ne m'abuse. Et tu vois Mapfre et un autre bateau partir vers l'ouest, et vous continuez plein sud. Ce fameux mouvement, ce call, big call, comme comme tu disais en interview, qui fait que vous continuez à l'intérieur des bancs de sable et eux vont partir au large. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu les vois partir au vent et vous continuez? Qu'est-ce qui se passe dans en fait, si on revient un peu en arrière, on était donc assisté par Marcel Van Triest et qui nous suivait, qui nous préparait les étapes, qui aidait beaucoup Pascal, qui a fait un boulot incroyable, qui avait déjà gagné l'édition d'avant, et c'est pour ça qu'on voulait l'avoir. On le connaissait bien, il a beaucoup navigué avec Pascal notamment. Il avait travaillé pour moi sur le Figaro et c'était une des personnes que j'avais le plus appréciée. Et c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup écouté sur la Transat, surtout moi, et on avait fait le mauvais choix de partir au nord quand les autres étaient partis au sud. On était heureusement Mapfre nous avait suivis. Alors on explique rapidement, hein. Il n'y a pas d'assistance météo en course. Par contre, il y a des briefings très importants. Ils vous dessinent un peu le scénario stratégique à venir, et après vous suivez pas. Ils préparent et c'est en fait ils nous préparent surtout pour les 3-4 premiers jours, parce qu'après la météo change et c'est nous qui sommes maîtres de notre destin, mais il nous prépare bien aussi, il nous explique un peu ce qui se passe sur les étapes, et puis on prépare les arrivées aussi pour regarder les reliefs, tout ça. Donc là, c'était Marcel Van Triest qui fait l'assistance de Pascal. La dernière fois, on n'avait personne et c'était vrai que c'était difficile puisque la semaine avant le départ, on est tellement chargé de travail, d'événements que c'est difficile pour Pascal de se concentrer sur ça. Donc voilà, pour nous, c'était capital. On n'en avait pas la dernière fois et je pense que cette fois-ci, on a gagné grâce à ça. Et donc, il avait bien préparé ça. On n'avait pas toujours écouté et on s'en voulait un peu. Et là, en fait, dès le départ, c'était très clair pour nous. On allait aller dans l'Est. Et pourquoi on allait y aller? On avait des facteurs. Donc, je me rappelle en avoir parlé avec Pascal, on était en train d'approcher et on se dit, bon, on va passer par où? Et Pascal a dit, on va à terre, c'est sûr. Il s'est même pas posé la question. Il n'y a pas d'inspiration, en fait. Il y a eu beaucoup de titres sur le coup de génie, etc. Non, en fait, le truc, il est préparé. Vous avez appliqué la consigne, quoi. Il est préparé et il est très, rationnel. Pour nous, le risque était à l'extérieur, en fait. C'était très difficile de savoir on savait que ça se jouait à 2-3 000. Mais pour nous, le risque était à l'extérieur. D'abord, un risque de pas de vent qui était quand même fort puisque ça s'approchait d'un centre anticyclonique. On en avait fait les frais 2-3 fois déjà. Et ensuite, un grand vent arrière avec pas de vent. Donc, en fait, les gens qui calculent la distance se disaient, ils sont beaucoup plus proches du but. Mais finalement, la distance à parcourir pour eux était importante parce que nous, on était en route directe. Et eux, ils avaient des empalages à faire avec un bateau qui descend très mal au vent, donc avec des angles vraiment pas bons. Donc pour nous, il y avait deux risques au large et
En fait, les bateaux de derrière, on les voit pas, ils sont loin derrière, ils sont au ras de la côte. On sait pas trop ce qu'ils font, on les aperçoit à peine à l'AIS et on a juste Mapfre avec nous. Et on est persuadé que Mapfre va passer à l'intérieur et à un moment, quand on change de voile parce que la côte tourne et qu'il faut changer de voile, une manœuvre assez difficile à faire avec du vent sans trop perdre de distance. Et on fait notre manœuvre et je dis à Pascal, mais ils viennent pas avec nous. Et il me dit, c'est pas possible, ils vont venir avec nous. Pourquoi leur route semblait s'orienter vers nous. Donc, et finalement, ils viennent pas et c'est eux qui perdent la course comme ça en choisissant de. Mais vous doutez quand même, parce que. Oui, bah, que Mapfre aille pas après, avec vous, après, on doute, pour nous, Mapfre, il fait une erreur parce qu'en plus, il était en mauvaise position par rapport aux autres de la flotte pour aller faire cette route-là. On n'a pas compris sa décision. À la rigueur, les autres avaient choisi avant. Nous, on était très clairs dans notre tête. Donc c'est Brunel qui lui a fait une trajectoire plus logique. Voilà. Et est parti dans l'ouest un peu plus tôt. Hein, Ils sont partis dans l'ouest plus tôt, mais nous, on était assez d'accord. Après, pendant les classements, on y croyait à un moment parce qu'en fait, on n'a simplement pas calculé. Quand on voyait les écarts, ça faisait peur. En plus, il y avait des erreurs dans les classements. Donc nous, on voyait qu'on n'avait pas 50 000 de retard. Au plus long, on a eu 27 000, je crois. Et c'est seulement le classement avant l'arrivée où je fais une petite simulation et je route tout le monde et j'ai dit, mais en fait, on est devant, quoi. Mais on est devant de 3 000, donc c'était rien, quoi. Donc voilà. Je crois que la chance a tourné. C'est vrai qu'on a cette fois-ci, toutes les paramètres ont été respectés. Il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu. Donc finalement, pour nous, c'est les autres qui ont pris les risques. Et cette descente qui était interminable pour nous à terre, parce qu'on regardait le compteur qui du coup qui était comme un compte à rebours qui s'inversait. On voyait la distance qui se réduisait, mais vous étiez pas encore en tête. Alors vous aviez pas les classements en permanence. Nous on avait le live. Vous avez pas vécu ça de la même manière en fait. Pas du tout, ouais. Les gens nous demandaient, mais vous voyez les autres, vous avez le classement. Les gens pensent qu'en fait, à terre, à bord, on n'a rien. On a juste un classement tous les 6 heures. Et donc, on a eu un classement à peu près 6 heures avant l'arrivée, où là, on est à 20 000 de l'arrivée. Et donc 3-4 heures avant l'arrivée, on est à 27 000 de l'arrivée, ils sont à 20 000. Donc, et nous, on est à 2 heures de l'arrivée. Donc, c'est vrai que récupérer 7 000 en 2 heures, ça peut paraître beaucoup. Et moi, j'y crois pas à ce moment du classement. C'est en faisant le calcul avec les logiciels que je me rends compte quand on est un peu devant et je route en mettant des paramètres. Donc c'est moi qui définis les paramètres avec un vent constant et je mets tout en faveur du large. Donc la même force de vent que nous, alors qu'on savait qu'ils en avaient moins, et un angle de vent meilleur pour eux par rapport à ce qu'on avait actuellement. Donc tout dans des défaveurs, on était quand même devant. Donc j'ai dit, ça sent bon. Mais après on sait pas et je pense que c'est pour ceux qui ont vu les vidéos, je suis avec Marie sur le bord du bateau et on cherche à la jumelle des voiles et on cherche 3 voiles, 3 mâts et on en voit plein des mâts, il y en a partout parce qu'il y a beaucoup de monde à l'arrivée, c'était incroyable. Et on cherchait des groupes de 3 mâts et on en voit devant nous, Marie pense que c'est ça, finalement c'est pas ça. Et puis d'un seul coup, ils apparaissent quasiment à 90 degrés de nous et on sait qu'on est devant, quoi. Mais malgré tout, on a tellement eu de déceptions sur cette course-là, on a tellement eu de frustration sur certaines étapes, notamment à Newport, qu'on y croit, mais on n'ose pas y croire. Enfin, on n'a jamais été aussi concentré sur ces dernières milles, alors qu'il y avait sans doute rien à faire. Tout le monde était sur le pont, j'ai réveillé tout le monde, j'ai dit maintenant, si vous voulez gagner la course, c'est maintenant. Ce qui servait sans doute à rien, on avait une telle avance, mais tout le monde est monté, c'était un moment à vivre. Et c'était assez magique parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'arrivée et qu'il y a eu, donc ça a fait une histoire extraordinaire pour les gens qui suivent, ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur les longues étapes, avec les AIS, tout ça, on se voit tout le temps, on a tendance à se contrôler et c'est une régate planétaire et c'est peut être moins intéressant, moins excitant pour ceux qui suivent à terre parce que c'est dans le détail, ça se voit pas trop. Et les images à bord de Martin Chiarusori qui filme, qui est l'onboard reporter qui est avec vous sur cette étape-là, qui filme le passage de la ligne, on sent une libération, mais extraordinaire. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment 9 mois de stress. C'est un but en finale à la Coupe du Monde. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est des émotions les plus fortes que j'ai vécues en mer. Je suis pas du genre très expansif, mais là, même nos kiwis qui sont pas du genre à monter dans les tours, on va dire, ou à prendre, on les entend dire quelques gros mots en anglais. Il était même surpris lui-même après d'avoir dit ça. Et c'est vrai que tout le monde, donc il y a différentes émotions. Il y a des larmes pour Pascal, moi aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un moment fort parce qu'on n'a pas eu une victoire d'étape. On a eu beaucoup de déceptions quand même. On était souvent bien et ça se passait mal. Et la réussite n'arrivait pas. Mais personne n'a jamais lâché quand même. Tout le monde a cru. C'est ça qui est bien, c'est que
je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées, qui auraient pu s'engueuler, qui auraient pu parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Après, quand tu gagnes pas, tu vois tes erreurs et il y aurait eu beaucoup de choses à regretter si on n'avait pas gagné. Je crois que c'est ça qui aurait été le plus dur. On aurait passé un sale été à se dire mais pourquoi j'ai pas fait ça à ce moment-là. On a eu tellement d'occasions de la gagner cette course-là et on en avait l'impression de les avoir gâchées que ça aurait été du gâchis parce qu'il y avait un gros travail d'équipe et un gros travail derrière. Mais je crois que c'est bien. Je crois que c'était vraiment l'équipe qui a le plus travaillé. On s'est entraîné avec les Espagnols même avant le départ. Ils étaient quand même pas dans le même mode que nous. On voulait beaucoup plus travailler, naviguer qu'eux. Ils sont très doués, mais je pense qu'on a vraiment travaillé plus et ça a payé à la fin finalement parce que l'équipe était très bien construite, très organisée. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est des petits détails. Ça se joue sur rien. Et qu'est-ce qui fait que l'équipe justement n'explose pas en plein vol? Avec une telle pression, une telle tension. Je crois que c'est juste. Parce que c'est un grand classique dans les équipes de la Volvo. Oui, voilà. C'était la première chose que quand j'ai rejoint donc Fonds Team la première fois avec Bruno, qui connaissait pas cette course-là ou qui l'avait faite mais il y a très longtemps, je lui ai dit écoute il faut vraiment réussir à. On parle de Bruno Dubois, le team manager. Bruno Dubois, le team manager. Il faut vraiment réussir à créer quelque chose de fort parce que je l'avais vécu avec Groupama, on avait gagné, mais ça avait été difficile. On avait, je crois, le meilleur bateau de loin. Franck avait fait un boulot formidable avec son équipe, mais l'ambiance à bord était pas toujours extraordinaire et il y avait pas un vrai lien fort entre les marins et souvent les gens travaillaient presque l'un contre l'autre. Ça, c'était nul, quoi. Et on aurait dû gagner cette course beaucoup plus facilement. Et alors la victoire nous a unis quand même petit à petit à la réussite, mais il y avait pas ça. Et je me dis, ça va être compliqué. Donc j'ai dit à Bruno, il faut réussir ça. Donc je lui ai dit laisse-moi choisir mes marins et puis j'ai choisi ton équipe, on en parle à terre. Et puis t'as pas compris mon message, tu peux pas prendre des Anglais, on est Français. Et on a eu, je crois, ça a été une belle rencontre avec Graham Tourelle qui est surnommé Gringo, qui a travaillé longtemps pour Mike Golding, et aussi Neil Graham qui est un vieux qui a pris sa retraite, qui est un homme d'une expérience incroyable. C'est un peu le Hubert des joyaux de l'Angleterre pour ceux qui connaissent le milieu maritime. Donc, Hubert qui était le frère de Michel qui était un bricoleur génial, patron de CDK, et c'était un type incroyable et ils ont réussi à créer une équipe. C'est ça qui était très fort, c'est ils ont toujours été derrière nous. Ce qu'on avait réussi aussi d'ailleurs avec Groupama, c'est d'avoir une équipe à terre très forte, très soudée, qui était toujours derrière l'équipe et qui était très positive. Et ils ont fait quelque chose de fort et on a créé vraiment un lien. Et c'était d'ailleurs autant la première année quand on a créé l'équipe, personne ne voulait naviguer avec nous dans les anglo-saxons, donc on s'est retrouvés entre potes en français et c'était très bien parce qu'on n'avait pas le temps de créer vraiment une relation entre nous. Je voyais bien que c'était très compliqué à créer, donc moi c'était mon premier boulot comme skipper, donc je voulais vraiment des gens autour de moi et de choisir que des fillaristes. Il y a une forme de respect entre nous, on s'est tous battus les uns contre les autres et ça crée un lien très fort entre les marins et beaucoup de respect. Et c'est ce qui a marché la première fois et la deuxième fois, on a été chercher un peu des talents à l'extérieur. Et on n'a pas eu de mal parce que tout le monde voulait travailler avec nous parce qu'il y avait cet esprit, on allait tous naviguer avec le sourire et c'est vrai que parfois les anglo-saxons c'est très professionnel, mais ça rigole pas. Alors qu'en France, je crois qu'on navigue encore avec beaucoup de passion et ça c'est un peu la French touch qui leur a plu. On reviendra un petit peu sur la Volvo après, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a gagné? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on fait la fête, une fête de tous les diables, j'imagine. Je ne peux que penser que ça devait être assez terrible. Et puis le lendemain, on rend sa carte d'hôtel et puis on rentre. Puis les gens avec qui on a vécu pendant 2 ans, 24 heures sur 24. Ouais, c'est très particulier. Tout s'arrête. Comment ça se gère? Si mon aventure Groupama, je crois que quasiment personne ne se reparle après ou très peu, à part 2-3 comme moi, Franck et puis Jean-Luc. Mais sinon les autres, on n'a plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, t'es tout le temps ensemble pendant 3 ans avec Groupama. Là, c'est 2 ans, on est tout le temps ensemble, on se voit tous les jours, on passe plus de temps qu'on passera peut-être jamais avec sa famille. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête, mais dans cette équipe, il y avait un bon groupe et on avait créé un groupe des WhatsApp social. Et le groupe est toujours actif et personne l'a quitté. C'est assez sympa de voir même des gens comme Marcel Van Trieste. J'aurais pensé dès qu'il avait pu, il aurait coupé. Et ils sont toujours là et il y a toujours des blagues, des news qui arrivent de chacun et ça existe. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà. Donc c'est l'esprit et ça prouve que les gens, même s'ils ont tous eu des moments difficiles, qu'on en avait marre parfois de voir certains, c'est resté, quoi. Et ça continue ça fait 4-5 mois que c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, on se voit plus, à part les Français, on se côtoie parce que, mais
et je naviguerai peut-être plus jamais avec ces gens-là. C'est ça qui est assez incroyable. Ça, c'est la Volvo, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une sorte de baby blues, c'est-à-dire que c'est fini et puis cette forme d'intensité, cette forme d'adrénaline permanente, de tension permanente quand elle s'arrête, est-ce que ouais, il y a du toujours soulagement parce qu'il y a un moment où on se dit mais tiens, qu'est-ce que je vais faire? En fait, après les Volvo, j'ai toujours enchaîné les projets. Et des projets sympas, beaucoup plus ludiques, on va dire. Donc je me suis éclaté à chaque fois, et là c'est la première fois que derrière j'ai rien, que j'ai pas cherché non plus parce que je voulais vraiment, c'était passer. Je me suis dit j'ai mérité enfin un petit break. Et puis du coup, mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que pendant 2-3 ans, tu vis que pour ce projet. Tout le monde te facilite la vie, que ce soit même les gens autour de toi dans ta famille, mais surtout tous les gens dans ton équipe. Tout est organisé pour toi. T'es le pilote, quoi. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Mais bon, ça fait du bien aussi de gérer sa propre vie, voilà, de faire ses courses, toutes ces choses-là. Mais c'est sûr qu'à un moment, ça risque de manquer. Maintenant, moi, j'en ai fait 3 et c'était, je pense, peut-être les 3 Volvo les plus durs de leur histoire parce que l'intensité était énorme. Maintenant, le rythme va baisser. Ils se sont rendus compte que c'était allé trop loin. Voilà. Et c'est vrai que je dirais pas que ça m'a un peu pas écœuré, mais c'est vrai que j'ai moins envie de naviguer pour l'instant que j'ai eu pendant des années. Je pensais qu'à ça. Donc j'ai vraiment envie. Par contre, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, je me rends compte, c'est de trouver un projet qui me donne envie, quelque chose d'excitant. Donc je pense que justement, je vais revenir à mes premiers amours, qui étaient le solitaire. J'ai toujours aimé la course en solitaire. J'ai toujours voulu faire de la course en solitaire, et j'ai fait 10 ans de Volvo Ocean Race. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être mon objectif parce que c'est des projets un peu plus légers en termes d'humain. J'aime beaucoup le côté humain de la Volvo, mais parfois c'est lourd et voilà. Et puis c'est des projets que je peux gérer un peu sans être trop éloigné de la famille. Donc aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers ça. Alors on va y revenir un peu plus tard. Là, on va faire un énorme flashback. Ouais. Comment se forge le destin d'un marin breton vainqueur de la Volvo Ocean Race? Ça commence par quoi? Parce que t'as pas le parcours habituel, école de voile, dériveur, voile légère, etc., qui est le standard de la génération actuelle. Raconte-nous un peu comment tout commence. Moi, mon destin a basculé le jour où mon père a décidé de quitter Paris. Moi, j'étais né à Paris. Mon père travaillait à Paris. Toute sa famille était à Paris. Mais ils avaient une maison de vacances depuis plus de 100 ans ou 150 ans en Bretagne, au bord de l'eau. Et mon père, il rêvait de bateaux et de chevaux, et c'était ses 2 passions. Et c'était la mer qui le manquait, et il voulait pas travailler dans un bureau, il voulait être agriculteur, c'était son rêve. Et du coup, quand j'avais 2 ans, il a dit qu'il a quitté Paris, il a emmené ma mère, et on s'est retrouvés au bord de l'eau, à Begmey, dans la fameuse baie de la Forêt. Et moi, je suis né au bord de l'eau, et j'étais tout le temps sur l'eau, aussi petit que je me rappelle. J'ai toujours été sur des bateaux. Mon père a eu quelques bateaux à voile qu'il a vendus un moment parce que nous, ça nous intéressait pas trop et on préférait la planche à voile. C'était une de ses passions. C'était un des premiers planchistes. Et voilà, donc j'étais tout le temps sur l'eau. Moi, j'aimais beaucoup être dans l'eau, surtout la plongée. Et le bateau m'attirait. J'avais plutôt des mauvais souvenirs de bateau. J'aimais bien le bateau pour aller au Glénan, faire des aventures, mais la partie navigation me plaisait pas. Et j'étais pas tellement attiré par ça en fait. Et j'ai démarré assez tard. Et puis quand j'ai fait beaucoup de sport, j'ai commencé par le tennis, c'est l'escrime. J'ai été presque destiné à devenir escrimeur. Et puis j'ai arrêté parce que avec mes études, je me suis trouvé un endroit où je pouvais plus m'entraîner. J'avais pas de cours d'école de mon niveau. Enfin, j'avais un bon niveau en escrime, donc je me suis et puis j'ai découvert le golf par hasard et je me suis mis à jouer au golf, à vouloir devenir pro de golf, c'était ma passion. Ah oui. Et puis un été, j'ai eu une péritonite et j'ai dû arrêter de jouer au golf. Et là, j'ai commencé à découvrir le bateau en fait simplement parce que mon père avait investi dans un Figaro Beneteau à l'époque et il le louait en se disant je vais le louer l'été les saisons à des coureurs et comme ça l'hiver je pourrais faire les entraînements d'hiver avec. D'accord. Et là t'as quel âge? Et j'ai 15 ans et il le loue à un certain Marc Guimot. À l'époque, c'était Groupe LG, ils avaient créé une écurie. Il y avait Bertrand Debroc, il y avait Christine Guillot et Marc Guimot. Donc là, on est au début des années 90 quoi. Parce que c'est la Figaro 1 donc 92 je crois, 91. Donc j'ai 15-16 ans et ça m'a fasciné. J'ai fait ma première régate avec Marc Guimot.
Et ça m'a attiré. Ton père louait, il disait, ils ont dit, tu peux emmener un jour mon fils faire une régate. Voilà. J'ai fait une régate avec Marc Guimot, voilà, au tout début. Et ça m'a attiré. Et puis après, je me rappelle, j'ai des souvenirs. Mon père m'emmenait tout le temps quand j'étais petit, il allait tout le temps sur les départs. Donc j'ai des souvenirs des grands départs de course, mais ça, avec Royal, toutes ces époques-là. Mon père était fasciné par ça. Et il faisait tous les départs. Et il continue d'ailleurs. Tout le monde le connaît avec son Zodiac. Et tout le monde râle contre lui quand il fait des vagues. Et régatait lui-même. Moi, j'ai le souvenir, à titre personnel, j'ai le souvenir d'avoir fait un tour du Finistère et d'avoir été assis à côté de lui sur la fin des années 90 dans les repas du soir, les repas d'équipage du soir, d'être assis à côté de lui. Il était avec ses copains. Il naviguait beaucoup à l'époque. Il avait un Romanet, c'était un très beau bateau à l'époque. Et voilà, mais moi j'ai pas trop connu ça. Il les a vendus parce que nous, ça nous attirait pas. Et puis là, ça a commencé à me fasciner et dans mes souvenirs, j'ai commencé à faire les entraînements d'hiver à Port-la-Forêt. J'ai rencontré un copain qui faisait tous les entraînements, donc j'ai navigué sur le bateau de son père pendant des années. J'ai fait mon premier tour du Finistère et puis j'ai un jour, mon père m'a emmené au départ de la Solo Concarneau et là il y avait un jeune skipper elf et il me dit, tu vois, ce mec-là, ça va devenir un grand champion, c'est le meilleur. Et c'était Michel Desjoyaux. Et je sais pas, pour moi c'était une révélation. Je les ai vus partir et j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Et à partir de là, j'ai pensé qu'à ça et qu'à naviguer en solitaire. Donc j'avais pas d'expérience de régate, rien. J'ai tout appris dans les livres. C'est rien de progressif en fait. C'est vraiment une sorte de flash comme ça. C'était un flash. J'ai jamais rejoué au golf de ma vie. Et j'ai pensé qu'à ça et je piquais les bateaux de tout le monde pour naviguer, beaucoup en solitaire. Et je me rappelle, mon père avait loué parfois des bateaux une semaine l'été et je disais que je dormais à bord et il me dit oui, mais tu vas pas naviguer. Et je partais naviguer au début juste avec la grand voile parce que j'avais peur de me faire engueuler. Et puis je partais naviguer la nuit sans lui dire avec des bateaux de location. Et c'était toujours le solitaire et j'ai démarré comme ça. Et puis j'ai pensé qu'à ça et j'étais étudiant et je naviguais. Voilà, je pensais plus qu'à ça. Et voilà, c'est parti de là. Ça a été vraiment inspiré par Jean et Michel Desjoyaux et puis Jean Le Cam aussi, qui était un peu mes deux héros de Port-la-Forêt que je voyais s'entraîner. Et quand je m'entraînais seul, parfois ils me doublaient avec leur Figaro et je les regardais. Moi, j'étais à l'époque sur un Sunway 21, je me rappelle, qu'avait loué mon père et je les voyais passer. J'ai essayé d'aller m'entraîner avec eux, mais de les suivre, mais ils allaient beaucoup plus vite. Et c'est né comme ça et j'ai tout appris. Ouais, j'étais autodidacte complet. Et tu vas quand même rentrer à Port-la-Forêt, dans le centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Comment ça Alors se passe? Comment tu passes du passionné qui saute sur toutes les occasions à je rentre dans la filière, quoi. Bah en fait, je voulais vraiment finir mes études et du coup comme étude tu fais l'école de marine marchande. Finalement ouais, je cherche des études et à regret aujourd'hui, j'ai été mal conseillé malheureusement. Je pense que ça peut servir à des jeunes. Je crois que si quelqu'un m'avait dit tu vas faire une école d'ingénieur et ça te servira pour faire du bateau, je me serais défoncé pour et moi je me dis je veux être proche de la mer, je veux apprendre à naviguer et du coup j'ai fait l'école de la marine marchande en me disant j'apprendrai plein de choses. J'ai appris plein de choses mais je pense que ça aurait bien été bien plus bénéfique pour moi de faire à l'époque, j'ai pouvais rentrer en maths sup, de faire maths sup, maths spé et d'intégrer une école d'ingénieur, même pas de haut niveau, mais une bonne école d'ingénieur, et ça m'aurait bien plus aidé. Mais du coup, je me suis retrouvé à la marine marchande et j'ai surtout eu la chance, comme toute une génération dont un des meilleurs, c'est Armel Lecléache aujourd'hui, avec un énorme palmarès, d'être à l'époque où ils ont créé la fameuse course 20's Cup, qui est devenue la Solo le Télégramme. Du Télégramme, ouais. Où beaucoup de vainqueurs du Figaro, Nicolas Troussel, Erwan Tabarly, tous ces gens-là étaient avec moi et j'ai commencé comme ça les courses en solitaire. Et en fait, la première course en solitaire, je me fais prêter un bateau par le père d'Antoine Coche, donc c'était un petit et je vais à et ils avaient fait donc l'organisateur qui était un assureur de Fouenant qui a créé la 20's Cup, qui était un type incroyable, qui avait une vision finalement. Michel Carval, il s'appelait, je me rappelle. Et il dit tu vas aller faire un stage parce que à Port-la-Forêt, parce que je pense que tu peux pas faire. Tout le monde dit que tu sais pas naviguer. J'avais 17 ans ou 16 ans, j'étais très vexé. Et du coup, je me rappelle, ma première journée de stage, c'était avec Loïc Ponceau. Et puis qui termine sa carrière. Qui est un des coachs des premiers coachs de Finistère course au large. Et donc ils organisent un stage
Et à la fin de la journée, il dit, je crois que le petit, il peut le faire. Il n'y a pas de souci. Et je me rappelle avoir pris des bons départs, avoir fait des belles manœuvres. Je m'étais entraîné comme un fou. J'étais très vexé de ce qu'on m'avait dit. J'avais dit, mais si, je suis capable de le faire. Je connais bien la navigation, tout ça. Il n'y a aucun souci. Même si j'avais jamais passé une nuit en mer, je crois, à l'époque, tout seul, mais bon. Et du coup, je fais ce stage et c'est là où j'ai eu ma première rencontre avec Port-la-Forêt, mais j'étais encore étudiant et voilà. Et donc, je fais cette régate. Et je vais en finale face à à l'époque, la finale était en monotype et je dois finir 3e, voilà. Donc, c'était ma première expérience, première nuit en mer, étape de nuit que j'avais gagnée d'ailleurs. Je savais plus où j'habitais, mais j'étais un peu perdu dans le chenal de la News, je me rappelle. À l'époque, on n'avait pas trop de GPS à bord, on avait juste un DK. Et voilà, donc ça, c'était ma première expérience. Mais bon, j'avais dans ma tête de finir mes études, mais mes études m'ont permis de pas mal naviguer. Et de rencontrer, à l'époque, de faire la section Crire-École et de faire une rencontre qui a marqué ma carrière aussi avec Franck Camas. Et là, ça a été le début où j'ai commencé à côtoyer le milieu professionnel un peu. Parce que là, à l'époque, Franck Camas, lui, il vient Camas venait de remporter la Sololté Crédit Agricole. Voilà. Enfin, le Challenge Crédit Agricole. À l'époque. Moi, j'étais participant. J'avais pas été pris dans le groupe de 10. Vous avez 2 ans d'écart, hein. Il est un petit peu, il a 2 ans de plus que toi. Et tout le monde se moquait un peu de lui parce que c'était pas personne savait d'où il sortait. Ouais. Et tout le monde, tous les mecs qui étaient là, c'était. Donc tu as assisté à la fondation, la légende Camas. Voilà, en fait. J'ai assisté à ça et j'étais un des seuls qui était sympa avec lui parce que je trouvais sympa. Puis les autres étaient pas sympas avec moi parce qu'ils voulaient pas que j'aille en finale en gros. Et puis et c'était, j'ai un mauvais souvenir de ça et voilà. Et j'étais considéré comme le Parisien. Et moi, du coup, j'avais sympathisé avec Franck, comme on était un peu les deux exclus du groupe. Et voilà. Et Franck remporte ça. Et à la fin de la course, il vient me voir et il me dit, tu veux pas naviguer, faire les entraînements équipage avec moi? Et je dis, bah, si, bien sûr. Et pendant 3-4 ans, on a fait toutes les courses en équipage, en Figaro. Il y en avait pas mal à l'époque. Et beaucoup de match racing. Et c'est là où j'ai le plus appris, quoi. Mais j'étais toujours étudiant. Donc là, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire de gamins qui ont 20 balais et qui vont 20 ans après gagner la Volvo, quoi. Ouais, 20 ans après, on va gagner la Volvo ensemble. Mais c'est vrai que dans ce groupe-là, il y avait Ronan Lucas, qui est aujourd'hui le team manager de Banque Populaire, qui a fait des belles choses aussi dans cette équipe. Il y avait Nicolas Béranger, qui a fait aussi des belles régates. Il y avait Gilles Favenec. Tous ces gens-là sont restés. Je dois en oublier. Des belles carrières. Ouais, on fait des belles carrières dans la voile, quoi. Et évidemment, Franck en premier. Et voilà, donc ça a été ma rencontre avec Franck. Et puis on s'est retrouvés et finalement sur la Volvo Ocean Race quelques années plus tard. Donc là, c'est le début des années Figaro. Voilà. Tu vas trouver un sponsor quand même, parce qu'il y a... Ouais, alors en fait, non, mais après c'est même l'une des rares fois où tu vas trouver un sponsor. Ouais. Effectivement. Donc là, on est au début des années 90, hein, si je me trompe pas. Ouais, donc même enfin, ouais, en fait, j'étais diplômé en 92. Je rentre à l'école de marine marchande. D'accord. Et en 98, je suis diplômé. D'accord. Donc pendant ces années-là, je navigue beaucoup. Pendant cette période-là, je navigue beaucoup avec Franck notamment, mais je fais rien à part les solos de Télégramme. Je suis obligé d'en abandonner une, d'où j'étais un des grands favoris. J'étais obligé d'en abandonner une parce que je suis parti naviguer sur les bateaux de commerce. J'étais embarqué, j'ai pas pu. Voilà, j'ai abandonné après la première étape. Stage obligatoire ou... Ouais. L'année d'avant, j'en avais fait une où c'était Nicolas Troussel qui avait gagné. Et du coup, ouais, j'arrête ça et pendant 1 an, j'ai pas pu naviguer parce que j'étais en dernière année de cours à Marseille. Donc j'ai pas beaucoup pu naviguer. Mais je me dis, il faut absolument que j'arrive à faire mon père me dit, tu finis tes études et après tu bosses. Il faut absolument que j'arrive à faire pendant mon service militaire. Et j'ai eu la chance d'être intégré dans un truc qui s'appelait Sport Armé à l'époque. Ça a failli très mal tourner parce que quand je suis arrivé à Brest, ils m'ont dit non, tu vas faire la manœuvre pendant 1 an. Et j'ai dit mais non, c'est pas possible. Moi, je suis venu pour faire de la voile et puis finalement, j'ai eu un coup de bol monstrueux parce que je suis tombé sur un commandant qui m'a dit bon bah va-t'en avec tes cheveux trop longs là et puis tu reviens dans 2 mois et on verra ce qu'on fait de toi. Et je suis revenu 2 mois après et ils m'ont lâché. Ils m'ont dit tu reviens à la fin et puis tu reviens à la fin de ton service. Donc j'ai passé mon service à Port-la-Forêt et j'ai eu la chance de trouver un premier sponsor, en gros Pierre Le Goff à l'époque, et de courir à mon premier Figaro en bisu et de remporter le classement bisu. Et tu fais 9e, je crois. 9e à la première solitaire du Figaro, ce qui était un peu inespéré, mais j'étais très très fier.
Et Il y a du beau linge. C'est les années Figaro. C'était une très belle année où Jean Le Cam gagne. Il y avait beaucoup de monde. Philippe Poupon était là. Il y avait énormément donc c'était une belle année. Il y avait 58 bateaux sur la ligne de départ. Donc là, c'est fini. T'es plus traité de Parisien. Si, toujours un peu. Hein. Il y en a qui ont dit que j'avais eu de la chance, mais c'est vrai que j'avais eu un peu de réussite sur la dernière étape, puisque mon concurrent, qui était Sidney Gavini à l'époque, avait fait une très mauvaise étape et moi une très bonne. Et voilà, mais malheureusement, le sponsor arrête et puis en 2000, je trouve pas d'argent, donc je commence à naviguer à la Brittany Ferries. Et au bout de 4-5 mois, je me rends compte que je suis trop malheureux, quoi. Et du coup, je vais rencontrer Monsieur Kersozon, à l'époque, avec qui j'ai navigué 2 fois. On a bien rigolé, mais on s'est rendu compte qu'on pourrait pas naviguer ensemble. On n'avait pas tout à fait la même façon de faire. Et pourquoi tu vas voir Olivier de Kersozon? Parce que j'avais pas de sponsor et qu'il cherchait du monde D'accord. et j'avais un profil, quoi, voilà, donc, et puis je le connais. Donc à l'époque. En fait, pour la petite histoire, à l'époque où il avait eu son bateau Poulain, c'était mon oncle qui s'occupait de la communication et il avait habité pendant quelques temps chez mes parents à Begmey et je m'avais de très bons souvenirs de soirées avec lui et pour moi c'était un grand marin, quoi. Et du coup je vais le voir et en fait on n'avait pas la même façon de naviguer, ça m'a pas plu et puis j'étais pas prêt à faire ça et puis lui m'a dit voilà, je me rappelle, on a été après la navigation et il m'a convoqué, j'avais l'impression de retourner chez les jésuites quand je me faisais coller le vendredi soir. Il m'a dit bon Caudrelier, qu'est-ce on va pas naviguer ensemble? Je dis bah non, je crois pas. Et il m'a dit que je savais pas barrer. Et voilà. Et du coup pas franchement visionnaire sur ce coup-là. Non mais ça. Et du coup bah j'ai fait une autre belle rencontre, j'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du Figaro. Jean Le Cam m'a prêté son bateau, je lui ai dit je te prends, puis dès que je peux te payer, je te paye. Il a joué le jeu. Et puis j'ai pris le départ de Figaro en 2001. Donc 2000 j'ai pas fait. En 2000 j'ai fait ma première transat à Gezer d'abord avec un amateur qui s'appelait Tanguy Leslin. Et ça se finit bien, on fait 4e. Et du coup, et puis après, c'est après que j'ai dû malheureusement travailler. Et en 2001, bah après quelques mois à la Brittany Ferries, j'abandonne tout et je cherche de l'argent. Je trouve pas grand chose, mais je rencontre Gilles Damorvan et il cherchait un coéquipier pour le double et je commence à naviguer avec lui beaucoup. Et c'est une rencontre aussi avec son sponsor qui était c'était une famille, hein, c'est la famille Cercle Vert. Ouais, c'était une légende sur le circuit Figaro. Toute sa avec carrière, qui il est resté 17-18 ans. Et je serais pas surpris un jour de voir son fils courir sous les couleurs de Cercle Vert. Et là, ça se passe bien, parce que là, vous gagnez le trophée BPE, le Tour de Bretagne. On gagne le trophée BPE, mais bon, moi, je suis en galère au départ du Figaro, j'ai pas d'argent. Et la semaine avant le départ, je cherche, et j'ai quelqu'un qui me tend la main, c'est Isabelle Autissier, et elle me dit, tu viens au dîner, on va aller voir le président de la région et le maire de La Rochelle, et ils vont t'aider. On va essayer de te demander de l'argent. Et là, c'est Monsieur Raffin, à l'époque, juste avant qu'il devienne Premier ministre, qui est là et qui me dit, bon, vous êtes du coin? Je dis non, pas trop, non. Bon, c'est pas grave, allez, et ils m'ont donné un petit peu d'argent, j'ai pu prendre le départ. Gida m'a donné des voiles neuves, Cercle Vert m'a prêté un préparateur, et puis, et je fais un très bon Figaro, je gagne pas une étape, je crois, mais je fais 5e et je fais un podium ou 2 podiums sur les étapes. Et voilà, et puis mais bon, à la fin de la saison, Cercle Vert me propose de continuer avec moi, d'être un peu, donc il voulait faire 2 bateaux à l'époque, une autre société, et on est en discussion là-dessus, et donc c'était une super nouvelle. J'avais fait de refaire la G2R avec Gilda à suivre, et puis de me sponsoriser. Mais là, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui m'appelle et qui me dit bonjour, je travaille pour Bostik, je suis le directeur de la communication. Vous avez rencontré il y a quelques années Monsieur Le Henaf aux Caraïbes quand je travaillais justement dans mes années de marine marchande. Et il vous avait promis qu'un jour il vous sponsoriserait quand il deviendrait le patron. Aujourd'hui, c'est le patron et il veut faire le Figaro. Il veut un jeune qui a du potentiel et vous avez fait 5e. Est-ce que vous voulez courir pour nous? Et je dis incroyable. Le coup de fil dont tout le monde rêve une fois dans sa carrière. Et donc, j'avais pas cherché celui-là. Et je dis banco. Et j'étais un peu embêté parce que j'étais un peu engagé avec Cercle Vert. Et donc le patron de Cercle Vert m'engueule au début. Il me dit c'est pas bien ce que tu fais. Et il me rappelle après, il me dit je comprends. Je lui dis écoute, je veux voler de mes propres ailes et puis je veux pas marcher sur les plates-bandes de Gilda. Et puis voilà. Et puis il me propose un budget sur plusieurs années et peut-être plus tard ils ont un potentiel. Donc, il m'a dit ok, je comprends. J'aurais fait la même chose.
Et je suis parti avec eux et j'ai eu la chance de les garder pendant très longtemps et du coup de me préparer, d'avoir les conditions de rêve pour se préparer pendant 4-5 ans pour gagner le Figaro. J'avais un objectif de le gagner en trois éditions avec eux et on l'a réalisé, donc c'était bien. Par rapport à beaucoup de marins qui passent des années et des années à aller chercher leur Graal qui est la solitaire, finalement tu l'as gagné assez rapidement parce qu'à 30 ans, l'année de tes 30 ans, je crois, tu gagnes la solitaire. Ouais, j'ai gagné en 5 éditions. 5 éditions. En édition, c'était 4. Je voulais faire aussi bien que Franck. C'était toujours la rivalité entre Franck et moi. Et finalement, je fais 9 la première année, 5 la deuxième année, 3 la troisième année. Et puis l'année où je pensais gagner, je fais mon pire Figaro sur une étape une arrivée catastrophique à Dingle et je fais 12. Et là, après, j'ai rien laissé au hasard, quoi. J'ai tout fait, les voiles, les machins. J'ai beaucoup travaillé, j'ai navigué aussi. Je me suis rendu compte que j'étais pas bon sur les départs, les phases de contact. Donc j'ai commencé à naviguer beaucoup sur des petits bateaux. Et c'est une année où j'étais super à l'aise. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai tout fait, mes voiles, j'étais à la voilerie pour les construire avec, à l'époque c'était Star Voile, qui me montre comment ils les faisaient. J'ai trouvé tous les embarquements. J'ai pas arrêté de naviguer. Et j'ai beaucoup progressé cette année-là. Dans ces années Figaro, il y a la rencontre avec un garçon qui t'a accompagné ces dernières années, avec Pascal Bidégory. Ouais, donc ça c'est la deuxième année. Effectivement, c'est un cadre de la classe. Pascal, la rencontre, elle s'est faite sur l'eau lors de mon premier Figaro. Et il a. T'as pourri une bouée? Non, pas du tout. Il était contraire. On était sur la dernière étape où justement je gagne mon classement bisu. Et j'étais en train de le doubler au portant. C'était une référence en vitesse, mais au portant il avançait pas. Il avait pas les bons spies. Il avait très bonne voile de près. Il travaillait avec Star Voile, mais les spies ça marchait jamais. Et il a gagné d'ailleurs l'année où il a changé de spie. Hein. Et c'était l'année avant qu'il gagne. Hein. Et je me retrouve à côté de lui et puis je le double et il est énervé et il me pose des questions. Il me dit mais tu fais quoi? T'as ton ballast, machin et tout. Je dis bah t'as qu'à trouver. Et puis après on est devenus copains comme ça. Et l'année d'après je me suis rendu compte qu'il était très fort et je me suis dit j'ai encore beaucoup à apprendre et en vitesse. On a commencé à travailler sur les voiles du Figaro 2 ensemble et je me suis dit ce mec-là il peut m'apprendre beaucoup de choses, donc je lui ai proposé de faire un trophée BPE. Il a failli me planter parce que c'est à l'époque où il a signé avec Banque Populaire et je lui ai dit tu peux pas faire ça, tu t'es engagé avec moi. Et il a respecté sa parole et il est venu avec moi et on n'a pas gagné mais on était en tête de la première étape, on a fait une erreur météo très bête et on a perdu et la deuxième étape on la gagne à l'Aise-Blaise et j'ai appris beaucoup de choses en vitesse avec lui et l'année d'après je gagne. Donc c'est sûr qu'il a été je l'ai déjà dit, il m'a appris beaucoup de choses et il a été pour beaucoup dans cette victoire-là et aussi sur la Volvo Ocean Race évidemment en tant que navigateur. Ensuite, c'est le début. Ce qui est étonnant dans le parcours, c'est que c'est quand même bien balisé par des rencontres incroyables et qui se rebouclent en fait. Hein. Ouais. Puisque le premier, le garçon avec qui ton père a loué son bateau, c'est celui qui va te faire naviguer en IMOCA à partir de 2000. Je regarde dans mes notes, à partir de 2007, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Et revient, tu retournes voir Marc Guillemot presque 10 ans après, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Des fois, je peux dire que c'est des parrains prestigieux, quand même. Ouais, j'ai toujours eu des belles rencontres. Ma vie, elle est faite de ça. J'ai jamais trouvé le sponsor comme certains qui a pu m'amener là où exactement je voulais. Donc, j'ai jamais été exactement là où je voulais, puisque après la Figaro, moi, j'avais qu'un objectif, c'était d'avoir un multicoque et faire la route du Rhum. Parce que mon premier idole aussi, c'était Laurent Bourgnon et son départ sur la route du Rhum à l'époque où c'était même pas Primaga, je crois que c'était RMO, où il était le premier à me naviguer sur un patin, ça m'avait fasciné. Et c'est vraiment lui aussi qui m'a donné envie de ça. Et c'était mon objectif, j'ai pas trouvé ça, mais en 2007, effectivement. Alors, c'était mon objectif de faire multicoque. J'ai navigué aussi avec cette rencontre avec Pascal, ça m'a amené à faire de l'Orma. J'ai fait comme navigateur avec Pascal pendant ces 2-3 premières années. Et sur son gros bateau aussi. Et avec Banque Populaire et j'ai aussi côtoyé pas Laurent mais Yvan en fait, parce que sur Brossard. Je voulais absolument naviguer en multicoque et c'est très dur d'intégrer du coup à un moment j'ai rencontré Yvan et je me suis dit je vais avec lui. Donc c'était un peu à l'époque c'était courageux hein, parce il avait une réputation d'être un peu fou sur un bateau. Ça s'est vérifié mais c'était un bon marin quand même et c'était mes premières expériences en équipage réduit sur multicoque qui était vraiment mon objectif premier. Et puis la série est un peu morte et puis en 2007 on rappelle l'Orma s'effondre un petit peu en 2002 après une route du Rhum catastrophique où il y a
20 bateaux au départ et 3 à l'arrivée. Voilà. Et c'est le déclin de cette. Ça a été le déclin, ouais. On a eu des belles années encore jusqu'à 2006, 2007 et après c'est mort, quoi. Et là j'ai reçu un coup de fil j'étais à la montagne avec Marc Guimot, Trophée Mer et Montagne, et on sympathise et puis je le rappelle cette histoire et il me dit tiens je cherche quelqu'un pour naviguer avec moi et puis il vient de signer Safran. Il vient de signer Safran. Qui est voilà. Là aussi le premier monocoque IMOCA d'une nouvelle génération. Exactement. Moi à l'époque et j'avais une autre proposition avec Yann Eliest et puis sur un finot et puis bon j'aimais beaucoup ce que faisait le groupe Safran, je trouvais ça intéressant, il y avait prometteur, il y avait tout un bureau d'études derrière, enfin c'était intéressant et puis je vois les avant-projets et je trouve le bateau de Guillaume extra. Je dis il y a un truc là et comme j'ai toujours de la chance, ce bateau s'est révélé extraordinaire et on a fait des trucs incroyables avec ce bateau. On a presque tout gagné sauf notre premier Jacques Vabre. Et ça a été une aventure incroyable avec un sponsor aussi incroyable à l'époque. Et le bateau navigue toujours, hein. C'est le Monin. Voilà. C'est l'ex-groupe Keguiner de Yann Eliès et c'est le Monin d'Isabelle Jospin. C'est un bateau révolutionnaire et puis c'était un bateau qui était beau, qui était comme tous les bons bateaux souvent d'ailleurs. Et puis ça a été une belle histoire, avec Marc, qui a duré 2 éditions de Transat Jacques Vabre et qui m'ont amené finalement aussi, parce qu'à l'époque ils me proposent d'être marin, mais d'être aussi ce qu'ils appelaient performeur. Eux ils aimaient bien ça, c'était le langage Safran. Et c'est un peu ce titre-là est resté puisqu'après quand je suis contacté en 2009 par Franck, il me demande de faire ça aussi dans l'équipe, de m'occuper de la performance du projet. C'est une fonction qui s'est généralisée depuis. Et c'est une fonction qui s'est généralisée. C'est marrant parce que c'est vrai que maintenant tout le monde fait ça. Et à l'époque c'était nouveau. Enfin ça se faisait pas trop. Et voilà, donc ça a démarré comme ça et puis ça m'a amené à ça et voilà. Et du coup finalement je me dis Safran ça va être un tremplin pour faire le Vendée Globe. Et puis Marc m'avait dit moi je ferai peut-être 1 édition, 2 éditions, mais après ils vont changer de skipper. Ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont pas choisi. Alors, on peut revenir juste un petit peu dessus parce que on est en 2014, c'est ça, 2013 ou 2014, et il y a ce qu'on appelle un casting, c'est-à-dire que le sponsor consulte plusieurs skippers. Ouais. Comment ça se passe un casting? T'es convoqué à Paris dans une tour de la Défense. Ouais, ils ont fait quelque chose un protocole à la Safran un peu long et compliqué, hein. Ça a été très long, ça a été un process de plus de 6 ou 8 mois. Il y a eu une première, il fallait faire une demande. Après, ils ont retenu sur. Alors, on précise. Entre-temps, t'as fait la Volvo. T'as gagné la Volvo avec. Ouais, en fait, en 2009, donc Marc il décide de repartir pour le Vendée, et puis moi j'ai le Vendée. Du coup, j'ai fait la Java avec lui, puis ça s'arrête là, et puis on gagne. Et puis Franck me contacte et me dit on va faire la Volvo. Et moi, naviguer avec Franck, j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours adoré, j'ai toujours appris plein de choses. C'est quelqu'un qui m'a toujours vachement inspiré. Alors, on y revient juste après. Donc, je pars avec lui. Ouais. Voilà. Donc, du coup, quand tu arrives chez Safran pour le casting. Je sors de la Volvo. J'avais quand même, et je me dis, tout le monde dit c'est Charles qui va avoir le bateau parce que il a été skipper avec Safran, ils ont gagné, ça s'est bien passé. Et puis, malheureusement, je crois que pour moi, il y a le syndrome François Gabard. Et c'est la première fois qu'on a commencé à me dire que j'étais trop vieux. Et donc je fais je me retrouve à 40 ans à l'époque, hein, je me retrouve dans le casting et finalement dans le casting il y a 6 skippers à la fin, on n'est plus que 6 à devoir présenter un dossier et je suis le seul qui a plus de 30 ans ou 32 ans quoi, j'ai 40 ans à l'époque. Et je me retrouve en finale finalement avec face à Morgan Lagravière. Et puis c'est assez drôle puisque finalement il n'a pas 30 ans, hein, et qui n'a pas 30 ans, une trajectoire assez météorique, qui monte très fort en Figaro, mais qui a aucune expérience du large et qui a même d'ailleurs pas forcément le désir d'en faire. Il le dit très honnêtement. Il arrive de la voile olympique. Il vient de faire 2 saisons de Figaro fulgurantes. Ouais. C'est un garçon qui navigue essentiellement à l'intuition, mais qui est qui aussi a quand même pour l'avoir côtoyé, qui est technique quand même, mais qui a forcément un feeling incroyable, un talent incroyable et voilà, et puis il est sympa, il passe bien et voilà, et puis je pense qu'il a un très bon potentiel et j'en suis toujours convaincu. Et puis je me retrouve en finale avec lui et puis je me dis voilà et ça se passe comment? Vous êtes auditionné chacun devant une table de jury? On prépare un dossier, je pense que j'avais fait un dossier vraiment bien, peut-être trop basé sur la performance, mais moi c'était ma vision de la chose, j'ai toujours navigué pour essayer de gagner.
Et voilà, je pense que la voile c'est très particulier. On le voit surtout sur le Vendée Globe. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont là pour gagner, mais il y a aussi des gens qui s'en prennent en compte une histoire. Moi, mon créneau c'était la gagne. Donc j'essaie de poser un projet solide, d'expliquer tout ce que j'avais fait et chez Groupama pour eux aussi. Et puis que voilà, mon objectif c'était de gagner. Je propose de changer un peu l'équipe, de la renforcer avec des gens, un bureau d'études en interne, ce qu'ils n'avaient pas, parce que ici avec des gens de chez Safran, mais qui sont pas du métier et qui sont pas dans le, et je leur explique que c'est une erreur, parce qu'ils ont peut-être pas forcément apprécié, mais l'avenir a prouvé que j'avais raison. Mais bon, les gens, c'est surtout basé beaucoup sur la com. Et les gens me disent, mais vous êtes pas trop vieux pour gagner le Vendée Globe. Donc je dis, bah écoutez, c'est pas quand on voit qui a gagné le Vendée Globe. Un an après la victoire de France. Voilà, quand on voit qui a gagné le Vendée Globe, mais est-ce que vous êtes pas trop vieux? Sur le coup, je suis un peu, voilà, j'ai 40 ans, on m'a jamais dit ça. Je suis encore en forme. Si vous voulez, on peut faire des tests physiques. J'ai pas peur d'affronter les autres. Et puis je pense que voilà, des François Gabard, c'est comme des Camas. Il y en a très peu. Et c'est des gens qui sont hyper mûrs pour leur âge. Je pense que, et puis je vous rappelle quand même que l'édition d'avant, le mec qui a gagné, il avait 44 ans et il est passé à 2 nœuds plus vite à travers tous les petits jeunes qui avaient 30 ans et qui avaient peur de pousser sur leur bateau. Donc, je pense que faites attention quand même. Des Gabards, il y en a, c'est rare. Voilà, l'argument ne porte pas. Et puis le mec qui est deuxième, c'était quand même Armel Lecléache, il a mon âge, il était quand même 2 heures derrière, donc ça se joue à rien, quoi. Mais bon, bref. Et puis finalement, ils choisissent Morgan, bon, ils font leur choix, et comme j'ai dois avoir une bonne étoile, en même temps, j'ai mon téléphone qui sonne, et j'ai Bruno Dubois qui me dit, est-ce que tu voudrais faire la Volvo Ocean Race? J'ai un sponsor, et on cherche un skipper. J'ai proposé à Sébastien Josse à l'époque, mais il m'a dit qu'il était avec Gitana, évidemment, il pouvait pas, mais que je ferais un très bon client. Donc c'est vrai que à l'époque je naviguais pour Gitana aussi, et c'est Seb qui m'a vraiment aidé, parce que personne pensait à moi finalement. Quand t'as jamais, les gens me disaient, mais vous avez 40 ans, vous êtes, même Safran m'a dit ça, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas jamais été skipper. Je dis bah ouais, mais si on te donne pas ta chance, moi quand on m'a donné la chance, j'ai toujours concrétisé, j'ai fait des belles choses, j'ai pas à rougir. Voilà, vous m'avez fait venir chez vous, on a gagné toutes les courses ensemble. Voilà, mais effectivement, si vous savez, la différence peut-être entre François Gabard et moi ou tous les vainqueurs du Vendée Globe, c'est qu'ils ont eu leur chance. Moi, je l'ai pas eu, donc peut-être que je le gagnerai pas, mais la différence, elle est là aujourd'hui quand même. Et du coup, c'est Seb qui m'a donné le truc. Et puis je rencontre Bruno Dubois, je monte sur le bateau, je navigue en Angleterre avec lui en plein hiver. Et je descends du bateau, je dis, non, jamais je naviguerai sur ce bateau. Je sortais de Groupama. Ça m'ennuie trop. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien les beaux bateaux. Et puis finalement, Safran me dit non. Et puis je me dis, voilà, c'est quand même, je peux pas refuser. Skipper de la Volvo Ocean Race, j'ai une chance incroyable, faut que j'y aille. Le bateau, il est peut-être pas bien, mais ça reste la plus belle course du monde, quoi. C'est la Volvo Ocean Race. Et puis j'avais tellement aimé l'édition d'avant, j'ai dit je vais y retourner, mais j'avais un peu peur quand même de me retrouver à gérer un projet comme ça. Je me sentais plus à l'aise sur un projet quand même en solitaire. Alors raconte-nous un petit peu l'édition avec Groupama, qui est peut-être qu'un jour on se retournera sur cette course-là, qui est la course où les Français viennent gagner à Eden Park chez les Kiwis, quoi. Enfin, je veux dire, la charge symbolique est énormissime, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une course anglo-saxonne. Depuis quelques années, c'est quand même sur vous au départ. C'est les Kiwis qui gagnent. Ouais, tout le monde dit que les Français savent pas organiser un équipage. Et puis Franck, ça l'énerve. Et puis Franck, il sort aussi des années chez Oracle et il avait travaillé pour eux et il dit, il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas bien géré. On peut faire beaucoup mieux avec moins d'argent. Et puis il a ce projet-là et Groupama qui le soutient et puis il fait les choses comme il sait faire avec beaucoup de travail. Et puis moi, j'étais convaincu qu'on aurait le meilleur bateau. Ça s'est révélé. Donc on prend l'architecte en vogue à l'époque, c'est Juan Comudjan. On n'est pas les seuls. Pour la première fois, il y aura d'autres. Parce que depuis 2 éditions, tous les bateaux Juan Comudjan gagnent. C'est vraiment à Cape Town, on sait qui va gagner. Et là, on se retrouve 3 équipes, dont des équipes avec des gros palmarès, avec beaucoup de vainqueurs de la Volvo. Et nous, on en a pas un à bord, je crois. Et on a un mélange de français. On prend quand même de la culture anglo-saxonne. On prend le plus français des anglo-saxons, Damien Foxhall, qui gère le projet. Et puis on met tout le bureau d'études de Groupama, qui est quand même réputé pour avoir fait les meilleurs bateaux et de loin pendant quelques années. Et puis on découvre plein de choses. C'est sûr qu'on apprend plein de choses. On apprend les rapports humains. Moi,
j'apprends à me concentrer sur un poste. Je savais pas, j'avais envie d'être partout et je faisais, voilà, j'apprends. Tu dois juste faire ça et bien le faire. T'es chef de car, hein? Non, je suis pas chef de car. J'ai été, on était plusieurs à pouvoir être chef de car et finalement, je n'arrive pas à m'imposer parce que j'ai en fait une forme de complexe par rapport aux anglo-saxons. J'ai l'impression qu'ils savent mieux, ils connaissent mieux et c'est vrai qu'ils arrivent, ils ont l'expérience, ils connaissent ces bateaux. Et finalement, je me fais un peu intimider par eux. Et puis il y a des mecs très bons. Et puis c'est Damien Foxhall qui est chef de car. Et puis finalement, ça devait être un anglo-saxon. Et finalement, c'est Thomas qui nous rejoint, Thomas Coville qui nous rejoint au dernier moment et qui prend le poste. Donc il y a rien à dire. Ils sont impériaux dans leur impériaux d'ailleurs dans leur rôle et voilà. Et je suis chef de car de réserve. Mais par contre, Franck me confie une mission importante parce qu'il me met en charge de la performance avec Yann Rioux à l'époque. Et c'est aussi une nouvelle rencontre avec Yann, qui devient par la force des choses, lui il voulait naviguer, mais voilà, physiquement il a un petit gabarit, on lui dit t'es pas assez costaud, et il est vexé, et il dit bon bah tant pis, je vais faire médiaman, comme ça je serai, et il a changé de métier un peu comme ça. Et c'est devenu une référence c'est devenu une référence parce que Yann, quand il fait les choses, il les fait très bien. Et voilà, et ça a été une belle aventure, sympa. Et tu disais qu'humainement ça avait été difficile quand même. Humainement, c'est pas pour moi. Moi, c'était que du bonheur, mais pour certains, voilà, les relations entre Franck et certains. Voilà, dans l'équipage, voilà, il y a des tensions. T'es quasiment le seul à dire que c'est un copain, quoi. Et c'est un copain depuis des années. Les autres. Les autres le comprennent pas. Plusieurs fois des portraits de lui et il disait mais on n'est pas là pour boire des bières, quoi. On boira des bières une fois qu'on a gagné. Et il est, je trouve que cette Volvo, c'est aussi l'épreuve qui le révèle comme étant ce type inflexible, intransigeant, très très dur, mais que les gens suivent parce que il a un palmarès et il fait gagner les gens. Mais on voit que la perception qu'il a de petit Mozart de la voile qui gagne tout en solitaire, là, on a dû être au moins 20 journalistes à faire le papier Camas taille patron, quoi. Et je me souviens de Jean-Luc Nelias, quand on lui demande qu'est-ce qu'il est comme type de patron, il dit bah c'est un patron total. Et raconte-nous un peu comment toi tu vis ça de l'intérieur, dans l'équilibre de l'équipage, comment ça fonctionne, parce que y a beaucoup de gens qui racontent que c'est très dur quand même. Ouais, effectivement. Moi, j'ai que du bonheur parce que je découvre tout, que je trouve ça génial, que j'aime bosser avec Franck, on se comprend, on se connaît bien et moi je sais comment il est et je sais qu'il est focalisé sur la performance et que voilà, il y a deux Franck, il y a le Franck copain et il y a le Franck patron. Mais évidemment, je pense qu'aussi quelque part, moi, il est content de m'avoir à bord parce que il est pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des moments où il est très isolé face aux gens, et puis surtout, faut bien se rendre compte que tout comme moi, on me dit mais ça t'embête pas de pas être connu, personne sait que t'es skipper. Il y avait même des gens à Trinité qui me demandent ce que je fais. Et je dis non, mais faut vous rendre compte que en France, il y a le Vendée Globe, ça. Mais quand je suis signé au Bart et que je parle du Vendée Globe, les gens ils me regardent avec des grands yeux. Par contre, ils me connaissent. Voilà, c'est différent. Et à l'époque, Franck Camas, tout champion de France qu'il est, champion finalement, il est un peu champion de France. Il a gagné tout en France, mais à l'étranger, on le connaît un peu. Mais les gens, ils disent, de toute façon, il est pas aussi bon que ceux qui ont gagné la Volvo avant nous, que les mecs qui ont de l'expérience, que celui-là, il a gagné 3-4 fois la Volvo, il est meilleur que Franck. Il y a un bizutage en règle. Voilà, donc. Il y a le prologue. Les mecs le suivent pas. Il est extraordinaire. Vous faites l'offet sur la ligne. En mode, écoutez les gars, revenez quand vous savez où passer une ligne de départ. Et à la conférence de presse à Alicante, je me souviens, la France perd contre la Nouvelle-Zélande au rugby, assez large. Ouais. Et le lendemain, il y a une réclamation de Groupama contre un système de réglage hydraulique de l'été de Camper, je crois. Et Chris Nicholson, le skipper de Camper, est interrogé et il dit rien. Il dit qu'est-ce que vous en pensez? Il se penche vers le micro et puis il dit après le match d'hier, ça fait 2-0. Et c'est ça quand même, faut se souvenir de ce contexte-là, quoi. Ouais, mais c'est sûr qu'on est pris de haut, les gens se moquent de nous, mais même dans l'équipe, Franck a du mal à, finalement, la première étape se passe mal, et les gens commencent à douter de lui, et heureusement, comme il a un mental hors norme, ça l'affecte pas, mais je pense que plus d'une personne aurait craqué parce que, voilà, les gens lui faisaient comprendre, on lui faisait plus trop confiance, et puis les gens avaient tellement bossé, tout ça, et le bateau était bon, mais on fait une erreur de nav, comme une grosse erreur, voilà, on se plante et puis on prend cher, et je sais que ça a été dur, mais finalement il arrive à s'imposer, puis on commence à gagner un petit peu, et au milieu de la course on renverse, mais on a mis du temps à souder l'équipe et qu'elle travaille bien ensemble, et les mecs, je pense, n'y croient pas vraiment à l'époque, et c'est ça qui a été difficile finalement. Mais il a réussi à s'imposer, ouais, et puis surtout Franck est quelqu'un d'innovant, et c'est vrai que les mecs étaient assez conservateurs, et même toute la phase de conception du bateau, il y a beaucoup de combats. Franck, il a des idées, il est pas tout le temps là, mais quand il connaît ses dossiers par cœur,
Et puis il se met aucune limite là où tu dis ça va pas être possible, lui il se dit jamais ça. Il faut changer un truc. Voilà, il le fait et jusqu'au bout, il est comme ça. Et pour anecdote, je me rappelle que sur la dernière étape, il s'engueulait avec Jean-Luc et finalement Jean-Luc l'a pas fait pour d'autres raisons, mais parce qu'il voulait déplacer la table à cartes de 2 centimètres vers l'extérieur pour gagner du moment de redressement. Et moi, il me met navigateur et des fois, je me demande si, à la place de Jean-Luc, il vient me voir et me dit, toi, ça te dérange pas qu'on déplace la table à cartes? Et pour les 3 derniers jours de navigation, on a déplacé la table à cartes de 2 centimètres. Alors que la course est pliée. Et on a fait des trous dans les marches pour gagner, je crois, 200 grammes. Et voilà, ça c'est Franck. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours marché. Et quand on a conçu le bateau, il voulait faire 3 barres de flèche. Il y avait un spécialiste du mât qui venait de Suède dans notre équipe qui disait ça marchera pas, qui a tout fait pour que ça marche pas. Et il est resté avec ses idées. Et voilà, tout ça, ça a créé des tensions des fois. Et puis quand ça gagnait pas, bah, les gens ils disaient tu vois, t'es pas champion quoi. Et finalement, il a réussi. Et il y a cette arrivée extraordinaire à Lorient avec le fameux empannage qui a été décortiqué dans la dépression. Vous partez de Lisbonne, faites le tour des Açores, vous revenez, vous arrivez à Lorient, la patrouille de France qui survole le bateau, etc., etc. Et les gens qui étaient à bord racontent que vous avez la trinquette, enfin la stay sail, le J1, le J2 et un Jenaker. Et par contre, vous avez un problème de grand voile, donc la grand voile est au premier riz. Et Franck veut toujours pousser. Et en fait, c'est toi qui lui dis, je crois que c'est toi, mais tu vas me confirmer. Tu dis, écoute, derrière, ils sont à 20 000 et l'arrivée est à 20 000. Ils pourront pas aller 2 fois plus vite que nous. Ouais, c'est même pas ça. C'est moins que ça, je crois. On est en train d'arriver et puis le vent tourne et finalement on se retrouve à devoir empanner et on est sous-toilé et on arrive et il dit on va changer, on va mettre le A3 parce que là on est ridicule. En fait, il dit pas ça. Il dit et puis je sens qu'il est stressé. Il a peur de pas gagner. Et l'équipage lui dit non, en gros. Ah oui. Non, on en a marre, on n'a pas besoin d'arriver juste là. Et il ronronne, il me dit bien, on est ridicule et tout, puis on sait jamais si on tombe dans je sais plus ce qu'il me dit. Je dis, écoute Franck, ils sont 20 000 derrière, on est à 2 000 de l'arrivée ou 3 000 de l'arrivée, il faut qu'ils aillent 1000 fois plus vite. Enfin, je fais un calcul, je dis, il faut qu'ils aillent genre 500 fois plus vite, ça va aller. Et il me dit, ouais, mais quand même, on est ridicule. Tout est résumé, le personnage est résumé. Et ça, c'est Franck, ouais. Et est-ce que quand vous gagnez à Galway et que quand vous revenez chacun dans vos pénates en Bretagne, vous avez le sentiment justement que il s'est passé quelque chose justement dans cette confrontation historique entre la voile anglo-saxonne en équipage, etc., versus la voile française qui faisait des trucs incroyables mais dans son coin? Est-ce que vous avez conscience qu'il y a un début de passerelle qui se met en place quand même? Ouais, mais en fait, pour avoir eu des anglo-saxons à bord et là qui étaient sur Camper notamment, un peu notre ennemi sur cette course-là, parce que ils avaient clairement bafoué la règle et ils étaient clairement passés en force, pas avec du copinage. Hein, ça c'est, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était ça. Le bateau respectait pas la règle. Puis pour l'anecdote, je crois qu'il y a un numéro 1 Kiwi. Oui. Qui avait commencé avec vous et qui était parti chez eux après. Qui était parti chez eux, exactement. Ouais. Et mauvais choix. Mauvais choix. Et donc à bord, il y avait notamment il y avait 2 équipiers que j'avais cette fois-ci, donc Daryl Wislang et Stu Valentine. Et dans leur tête quand même, ils ont dit ouais, vous aviez le meilleur bateau, mais vous navigiez pas bien, quoi. En gros, dans leur tête, c'était un peu ça, vous avez eu la chance. Donc ils étaient toujours un peu convaincus de ça quand on est arrivé avec la deuxième fois avec Dongfeng. Et d'ailleurs, Daryl Wislang qui était venu naviguer avec nous sur Dongfeng la première mois était reparti en disant voilà, ça va, cet équipage-là avec les Chinois et tout, parce qu'il avait un peu peur. On avait quand même avoir 3 Chinois à bord et il était barré en courant et il avait dit, il était parti finalement chez Abu Dhabi. Il avait dit jamais, vous inquiétez pas, ceux-là ils vont prendre. Là pour le coup c'était le bon. Et à bord de Groupama, il y avait un certain Phil Armour qui était aussi sur Abu Dhabi et qui disait vous inquiétez pas, les Français ils sont nuls quoi. En gros, on a gagné parce que j'étais à bord et qu'on avait un bon bateau. La légitimité met du temps à s'acquérir quand même. C'était un peu l'ambiance et on a gagné, je pense, leur respect parce que là on était en One Design, donc on avait tous le même bateau et qu'on allait un petit peu plus vite que au début. Et là, je pense que Dongfeng a montré un peu la qualité des marins français, surtout qu'on s'est pointé avec une équipe avec des mecs qui avaient très peu d'expérience de la voile eau et voilà. Et c'est vrai que je pense qu'on a bien été les premiers à comprendre aussi que c'était devenu du One Design et qu'avant, c'est vrai qu'on choisissait les marins pour leur qualité
de navigants, mais d'abord de techniciens, parce que en fait, il fallait faire le meilleur bateau avant. Ce qu'on a réussi à faire avec Groupama et ce qu'avaient fait les éditions d'avant. Et donc, il fallait plutôt des bons techniciens que des bons marins, parce que même si t'as les bons marins, si t'as un bateau qui avance pas, qui est une chèvre, c'est mort, quoi. Et là, on avait tous les mêmes bateaux et on allait vite parce qu'on avait des fillaristes et des gens qui sont habitués au monotype, qui sont habitués à se battre pour le petit dixième de nœud. Voilà. Et c'est ce qui a marché. Est-ce que comme beaucoup de gens qui font la Volvo et qui la font beaucoup et souvent, et beaucoup d'anglo-saxons font toute leur carrière là-dessus, est-ce que et racontent tous que c'est addictif? Est-ce que tu as cette relation-là avec la course? Bah, c'est-à-dire qu'elle est unique. Elle est unique. Il y a pas d'autres courses dans le monde qui te pousse comme ça. C'est le parcours ultime. Tu fais le tour du monde dans tous les sens, nord au sud, ouest. Donc il y a pas mieux, et tu te bats contre beaucoup de grands marins et qui viennent de tous les univers, olympiques, Coupe América. Donc c'est génial. Tu rencontres plein de gens. C'est vrai que moi qui avais passé toutes mes années à me battre toujours contre finalement ceux que t'avais croisés à Port-Lave quand t'avais 15 ans, quoi. Ouais, c'est toujours les mêmes. Et le niveau est super fort. Il y a un super niveau, je veux dire, mais voilà, là, c'est sympa de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de naviguer, et ils ont vraiment une façon différente de naviguer. Et tout comme ils nous regardent de haut, on les regarde aussi un peu de haut. Quand l'IMOCA est passé, certains ont dit, vous allez apprendre à naviguer intelligemment aux anglo-saxons. Il y a pas de souci, ils savent naviguer sur n'importe quel type de bateau, et c'est des très bons techniciens. Ils sont même souvent meilleurs, plus complets les marins anglo-saxons que nous, parce que souvent quand ils s'embauchent sur des bateaux, ils ont aussi une dimension technique. Tu vas pas sur un bateau de propriétaire si t'es pas calé dans un truc. Donc il y a les voiles, il y a les castillages, il y a l'électronique. Et c'est pour ça qu'en France on a un peu du mal, parce qu'on est des marins très polyvalents, mais on n'est pas pointus. On sait tout faire sur un bateau, mais il y a très peu de marins qui sont spécialisés. Du coup, on a du mal à trouver des postes, parce que c'est ce que recherche aussi. Si t'es pas skipper, c'est ce que les gens recherchent. Il faut que tu sois capable de travailler sur le bateau en même temps et de préparer le bateau en même temps que de naviguer. Alors, tu viens de le dire, la Volvo va passer à l'IMOCA. Est-ce que pour toi, c'est l'union idéale des deux mondes, celui où tu viens de passer 10 ans et celui que tu connais assez bien? Tu fais partie des gens qui ont gagné les courses en IMOCA et qui ont gagné la Volvo. Il y en a pas des masses. Bah, écoute, c'est vrai que c'est un peu la Volvo, pour moi, c'est quand même les gros équipages. Là, on va se retrouver à 5-6, donc ça change le visage de la Volvo. Ça, c'est un regret, et on a été tous un peu sceptiques à cause de ça, parce que c'est pas ça la Volvo qu'on cherche, et c'est pas ça la Volvo qu'aiment les anglo-saxons. Mais faut se dire quand même que c'est peut-être une chance incroyable, d'abord pour la France et aussi pour le monde anglo-saxon, d'arriver, et pour la voile en général, peut-être d'arriver. Ce qui est en France est unique, et ce qui est dommage, c'est que ça s'exporte pas. On a du mal à exporter, et là on va peut-être y arriver. Et je crois que quand ils viennent en France, ils se rendent compte que ce qu'on fait c'est génial, et ils aimeraient tous pouvoir avoir la même chose dans leur pays. Donc c'est peut-être un premier pas vers ça. On va unifier une classe. Juste pour l'anecdote, je me souviens des anglo-saxons à l'arrivée de l'escale à Lorient, la première, où vous gagnez. Voilà. Qui découvrent. Voilà. Juste le cadre, les hangars et tout, et notamment Groupama. Ils voient l'immense hangar de l'ex-base de défi qui a brûlé depuis, marqué Groupama Sailing Team. Ils voient Groupama 3, le trimaran qui fait 10 mètres de plus que leur Volvo 70. Banque populaire. Et tout. Et là, en fait, Ken Reed, qui est en plus est un showman, un entertainer, formidable, qui dit, ah, mais j'ai compris, en fait. C'est nous il dit un truc du genre, c'est nous les navigateurs de province. Là, on a compris. J'étais à Saint-Tropez, en France, je connaissais pas. Et là, en fait, ils comprennent. Et on découvre la fascination que tout à coup, ils ont pour eux. Cette étape à Lorient, ils ont vraiment réalisé ce que c'était et ce qu'on faisait. Et c'est pour ça aussi que peut-être qu'ils étaient un peu contre l'IMOCA, parce qu'ils se disent, les Français vont avoir un sacré avantage. Et c'est vrai que c'est une histoire de lobbying, de monopole, de ce que tu veux. Les mecs, ils veulent pas. Voilà, c'est tout comme moi, j'ai poussé fort pour les ultimes, et je sentais bien que les gens ils baissaient les yeux, et personne n'a dit ça serait génial, faut qu'on essaye. Et le seul truc, c'est les multicoques, c'est dangereux, ça chavire. Ce à quoi je leur ai répondu, c'est pas vrai, les gros bateaux ne chavirent pas. Une semaine avant Carmel, je fasse une bêtise. Et j'ai essayé de leur expliquer que c'était un chavirage de solitaire, que ça arrivait pas en équipage, mais bon, les arguments s'affaiblissent un peu brutalement. Ça m'a pas aidé, hein. Bon, après, il y avait un problème de coût. Donc du coup, sur le fond, tu penses que c'est pas tout à fait la Volvo traditionnelle à cause du nombre d'équipiers, mais sur l'innovation technologique, le retour à la jauge un peu open, enfin la fin de la monotypie en tout cas, ça va changer. Beaucoup de choses dans ce que j'espère surtout, c'est que cette course, elle est quand même un peu en péril. On avait du mal à trouver des équipages.
C'est vrai que leur idée, c'est de faire un peu comme le Vendée Globe. C'est d'avoir une première division, une seconde division, une troisième division. C'est ça qui les fait rêver. Ils voient 28 bateaux au départ du Vendée Globe, et puis il y a des bateaux qui ont 10, 15 ans. Et ils se disent, pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Mais bon, ils ont pas réussi à le faire avec les Volvo 70. Je crois que les gens qui viennent sur la Volvo, ils viennent pour se confronter à l'élite, pour gagner, voilà. Et maintenant, dans les premières années, il y a eu des projets comme ça, donc c'est peut-être un retour aux sources. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et puis, je crois que les bateaux, on a vu les dernières images des nouveaux bateaux, les bateaux vont être extraordinaires. Et c'est vrai que on s'est tous plaints que à bord que le bateau nous intéressait pas et qu'on s'ennuyait. On venait pour la régate, tout comme au Figaro. On n'allait pas pour les qualités du Figaro 2, on allait pour le fight. Et c'est ce qu'on aime dans le Figaro, ce qui fait que c'est la plus belle course, peut-être au monde, je pense. Le Figaro, pour moi, c'est la plus dure à gagner parce qu'il y a 50 mecs avec le même bateau. Et là, là, on retourne au prototype. C'est intéressant, c'est très excitant, mais j'espère, ça va attirer les jeunes. C'est aussi l'objectif, parce que ça va être des bateaux qui vont être difficiles. Je pense que la course va être très dure, mais ça va être plus sympa. Est-ce que le Vendée Globe reste un objectif pour toi? Ouais, ça redevient un objectif. C'est vrai que tout le monde me disait, t'as pas envie de faire le Vendée Globe, mais moi, j'arrive pas à faire deux choses. Interview à une conférence à Lens, tu m'as dit, je suis trop vieux maintenant pour ça, le matossage, tout ça. J'ai des Chinois pour ça. Tu m'avais dit en public, hein. Ouais. Et là, finalement, on sent que tout à l'heure, t'as dit que tu voulais revenir au solitaire. On sent que c'est quelque chose qui te. Je me dis, soit je suis encore trop vieux trop jeune pour faire le Vendée Globe, ou trop vieux. Mais je pense que j'ai encore une édition où je peux vraiment prétendre à la victoire, être performant. Ensuite, je suis pas sûr que je pense que les bateaux vont devenir de plus en plus physiques et puis j'aurais peut-être moins envie de me faire mal aussi. Du coup, je me donne jusqu'en 2020 ou 2024 pour y aller. Mais ensuite, je pourrais le faire, mais dans un autre mode, comme certains, quoi, le mode aventure et plus pour réaliser, parce que c'est un rêve, moi, c'est de gosse, donc j'aimerais bien le réaliser. Peut-être qu'à un moment, je reviendrai sans ambition de résultat, mais parce que c'est le Vendée Globe, c'est pas que une course. Je trouve que c'est une aventure. La Volvo aussi, mais c'est vrai que le Vendée Globe, ça, c'est ce qui plaît, je pense, c'est ce qui est. Et il y a sur 30 mecs au départ, il y a 4-5 qui viennent vraiment pour la gagne, et il y en a plus de la moitié qui sont là que pour l'aventure. Et c'est pas impossible que je revienne aussi dans cet état d'esprit pour me faire plaisir, que pour le plaisir. T'as navigué sur les Nemo IMOCA, parce que t'étais le skipper remplaçant de Sébastien Josse lors du dernier. T'as navigué en solitaire sur le bateau. Qu'est-ce que t'en as tiré? J'ai fait du faux solitaire avec Seb à bord pour me qualifier. Écoute, c'était une révolution. Moi, j'ai adoré. Mais par contre, effectivement, ça a perdu. La vitesse rend le bateau plus inconfortable. Alors avec les foils, ça fait un peu amortisseur, mais bon, ça va tellement plus vite que ça va être plus dur, je pense. Bon, les bateaux sont très protégés. Moi, j'ai trouvé des fois trop, même, parce que finalement, j'avais plus pour avoir traversé l'Atlantique 2 fois à bord. Ouais, Sébastien, il dit, tu n'as vu que tu ne vois que ton sillage. Voilà. Tu règles le bateau au sillage. Ça, c'est un peu désagréable. C'est ce qui m'a déplu un peu dans ces bateaux-là, et je me disais des fois, j'avais envie d'être sur mon Volvo et d'en prendre plein la gueule, parce que au moins tu sens les choses. Donc mais le problème, c'est que plus les bateaux vont aller vite, voilà, on la voit sur les ultimes, tu peux plus être exposé. C'est trop dur. Ça va trop vite. Ça fait mal et c'est dangereux. À 47 nœuds, voilà. Vague, donc ça change quand même. Ça c'est un petit peu le côté désagréable de la chose, je trouve. Mais bon, par contre, c'est magique, quoi. Donc c'est sûr que là, quand on voit, je trouve qu'encore la première génération, mais la deuxième génération là qui sort, notamment Charal, c'est des bateaux qui vont être incroyables, quoi. C'est sensations de multicoque, donc ça me plaît. Moi, c'est vrai que dans le rêve ultime, c'est de faire de l'ultime. Ouais, voilà. Quand même. Ça, c'est ça. Je trouve ces bateaux incroyables et fabuleux, et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens étrangers qui veulent s'essayer, mais je crois que la culture de solitaire, elle est quand même très française, et les anglo-saxons n'y viendront jamais trop, et il faudra beaucoup de temps, et par contre, en équipage, il va y avoir des courses, et c'est là qu'on espère en voir arriver. Donc du coup, tout à l'heure, au début, tu nous as dit que tu avais envie de revenir au solitaire. Ça veut dire qu'on va te voir sur la prochaine solitaire du Figaro. Ouais, j'y repense. Sur le prochain Vendée Globe et sur la prochaine Volvo. Je sors de la remise des prix du Figaro, et c'est vrai que c'est mes plus fortes émotions, c'est en Figaro. Mes plus grands souvenirs, c'est en Figaro. Je la mets au-dessus de ma victoire de la Volvo, Ah ouais. en termes de
c'est une des choses dont je suis le plus fier. Et puis de les voir tous naviguer là, les jeunes, et puis l'ambiance qu'il y a entre les anciens, les jeunes. Je trouve que cette course est extraordinaire. Et c'est sûr que je vais y retourner. Alors je sais pas si ce sera l'été prochain ou l'été après, mais puis le nouveau bateau est sympa. T'as commandé un nouveau Figaro 3? Je suis pas loin de le faire. D'accord. Et du coup, le projet de la Volvo, c'est que les IMOCA qui font un Vendée Globe puissent faire une Volvo derrière, ou inversement, tout ça va se décanter un petit peu. C'est-à-dire qu'on pourrait te voir au départ d'un Vendée Globe sous les couleurs de Dongfeng pour enchaîner avec une Volvo. Ouais, sous les couleurs d'Dongfeng, c'est pas évident parce que je pense qu'ils cherchent. C'est quand même trop, la médiatisation est trop française peut-être pour eux ou trop européenne. Ils ont pas de marché trop pour l'instant en Europe. Donc je suis pas convaincu. Maintenant, on peut rêver de tout. Et puis ça peut être l'idée de leur présenter un bateau pour après évoluer, mais il va bien falloir voir ce que va faire, quels vont être les choix aussi si les bateaux sont différents. J'entends parler de foils qui vont peut-être être réduits pour les bateaux de la Volvo. C'est vrai que moi j'étais pour ça, mais en même temps je me dis si on fait 2 bateaux différents, tu conçois pas du tout le même bateau si t'as des grands foils ou des petits foils. Donc si on veut que les bateaux soient compatibles, il faut qu'ils soient performants dans les 2 classes. Ça c'est pas évident. Ça sera les architectes ont l'air de dire qu'on peut pas faire un bateau qui peut gagner les 2. Ouais, je pense qu'on peut pas faire un bateau qui gagne le Vendée, qui gagne la Volvo. On peut peut-être faire un bateau qui gagne la Volvo, qui va gagner le Vendée, parce que le bateau va être plus robuste, le bateau va être mieux mis au point, parce qu'on a une capacité de mettre les bateaux au point largement supérieure à ce que peut faire un mec en solitaire et dans les tailles d'équipe qu'on a en France. Donc quelqu'un qui arrive avec un bateau qu'il connaît par cœur, des voiles développées pour, et voilà, il peut avoir un coup d'avance. Maintenant, le risque est que il va développer des voiles. Il y a de fortes chances qu'il y a 2 voileries aujourd'hui qui se disputent le marché. En gros, c'est Norse et Incidence. Il y aura peut-être Doyle, voilà, mais tout le monde va savoir ce que le vainqueur de la Volvo a fait et les gens vont sans doute faire les mêmes voiles. Donc finalement, tout ce que tu vas gagner, tu vas assez rapidement le perdre. Donc c'est pas facile, effectivement, et tu risques d'avoir un bateau un peu plus lourd, mais plus fiable. Tu pourras peut-être le pousser plus. Donc je pense que dans ce sens-là, c'est possible. Maintenant, si tu fais un bateau typé Vendée Globe, il risque d'être un peu fragile pour la Volvo, et puis il y aura des contraintes sur les ballasts, des choses qui fait que des transformations à faire qui vont coûter en poids. Donc je sais pas si c'est compatible, les architectes sauront mieux le dire que moi, mais ça me paraît pas évident, ouais. Donc, mais c'est important pourtant que ça le soit. Et tes sponsors chinois, on en a très très peu parlé, ça fait déjà un petit bout de temps. Voilà, on explique qu'on a un chien qui commence à tourner en rond dans la salle où on enregistre. Tes sponsors chinois, quelle relation t'as avec eux? Parce que c'est des gens nouveaux dans la voile. Enfin, maintenant, ils ont un petit peu d'expérience avec 2 campagnes Volvo. Comment t'es perçu en Chine? T'es une rockstar en Chine, inconnue ici, à la Triton, demande ce que tu fais dans la vie, et en Chine, t'as une voiture avec des gardes du corps, ou comment Après, raconte-nous un peu. Je me rends pas compte parce que quand je vais en Chine, je suis toujours un peu pour Dongfeng, et donc les gens me connaissent et savent pourquoi je suis là. Effectivement, voilà, et ça a marqué un peu les esprits en Chine, cette victoire. Au niveau du sponsor, c'est une énorme entreprise, hein. Moi, je suis pas tellement en relation que pour le meilleur. C'est pas moi qui gère les contrats, tout ça. C'est OC Sport, et c'est eux qui sont, voilà, moi j'ai fait que la partie plaisante du boulot, on va dire, pour eux, et voilà, mais c'est vrai qu'on a créé un lien de confiance et des gens très fidèles. Donc voilà, et quand ils parlent de voile, quand ils parlent de projet voile, et c'est avec moi et avec Bruno Dubois et avec toute l'équipe de Dongfeng Race Team qui pensent. Voilà, on est surtout dans notre équipe, il y a une chinoise qui travaille avec nous depuis toujours, qui est bilingue, et c'est elle qui crée vraiment le lien. C'est difficile à cause de la langue de créer du lien. Et puis donc on a quelques personnes de chez Dongfeng qui sont en charge du projet, qu'on côtoie régulièrement, mais après les big boss, ils changent tout le temps. C'est très bizarre. Mais dans l'entreprise, et puis dans les gens qui suivent la voile en Chine, ouais, c'est sûr qu'on est des rockstars, mais voilà, c'est le début quand même, hein. C'est vraiment le début de la voile, et j'espère que c'était un des objectifs de ce projet aussi, c'était de développer la voile en Chine. Pour moi, pas meilleur truc que de gagner, mais maintenant il faut faire fructifier ça. Il y a plein de choses à faire en Chine. C'est le début. On va essayer de créer une académie, on va essayer de faire naviguer plus de gens, on va essayer d'amener des Chinois à la course en solitaire. Mais tout reste à faire. Et si Dongfeng aujourd'hui dit je continue pas, ce qui est possible, hein, on n'a pas les moyens de le faire. Très bien. Écoute, merci beaucoup. On est à 1h20 d'interview. Ouais, tu vois, il faut du temps pour balayer toute une carrière, et puis c'était absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là avec nous. On te souhaite une
une bonne continuation. Donc n'oublie pas d'envoyer ton chèque pour le Figaro 3. Hein. Il en reste plus que 5. Voilà, on devrait avoir une ligne de départ l'année prochaine qui sera un peu la piste aux étoiles. Into the Wind numéro 1, le premier numéro du podcast de Tip & Shaft est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles quand vous devez noter the podcast. Merci Charles. Bonne journée, à bientôt. Merci. Salut. Et bonne chance à Into the Wind alors. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt!